peut-être quelques mots aussi pour vous remercier, parce que pour nous, c'est une opportunité de présenter à la fois nos observations, nos constats et nos recommandations sur un sujet qui est important pour l'institution, sur lequel effectivement on communique, mais le défenseur des droits, vous savez, est une autorité de rang constitutionnel, une autorité administrative indépendante, mais c'est aussi une forme d'autorité morale, puisque nous, on produit des recommandations, des observations, et on espère que celles-ci sont suivies, reconnues, et viennent à l'appui de la défense et de la promotion des droits dans la société. Mais évidemment, une de nos cibles, c'est bien évidemment aussi les parlementaires, puisque les véhicules législatifs sont aussi évidemment les premiers à être mobilisés pour promouvoir des droits nouveaux, même si je rejoins ce qui a été dit sur le climat inquiétant où, à titre personnel, moi, dans cette institution, j'ai longtemps cru qu'on était dans un chemin de promotion et d'acquisition de droits nouveaux, et on se retrouve dans une posture de défense des droits, et le travail de l'institution a un rôle de vigie important pour mesurer les écarts entre les droits proclamés et les droits effectifs, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est illustrer finalement, tout en rappelant certaines de nos recommandations, ce que l'institution observe sur ces enjeux à travers les sollicitations dont elle est saisie. Vous savez, la vocation principale de l'institution, c'est de traiter les réclamations qui lui sont adressées dans ces différents champs de compétences, et de promouvoir l'accès aux droits et l'égalité. C'est tenter de faire face aux atteintes systémiques, mais aussi de transformer les pratiques des professionnels et inciter les pouvoirs publics à promouvoir ces enjeux. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut peut-être remarquer en préalable, c'est que la question des droits des personnes trans, en fait, elle traverse l'ensemble de nos champs de compétences. Je ne sais pas s'ils sont bien connus de tous, on l'espère malgré tout, mais tous nos champs d'intervention sont potentiellement concernés. La question des droits de l'enfant, ça a été évoqué, on y reviendra, sur le droit des mineurs trans. La question de l'accès au service public, c'est évidemment un enjeu, ou l'égalité devant le service public, c'est un enjeu important. La question de la déontologie des forces de sécurité, mais aussi des enjeux évidemment de non-discrimination, ou de lutte contre la discrimination, ou même la compétence plus récente de lanceur d'alerte, puisqu'il peut y avoir des témoignages et des alertes qui peuvent être lancés, qui traitent de ces enjeux. Le cadre légal, évidemment, c'est un élément déterminant dans la vie des personnes trans qui affecte, on le sait, leur rapport à l'administration et leur parcours de vie, et qui, au final, a pour enjeu leur reconnaissance sociale. Au même titre, en fait, que la lutte contre les violences envers les femmes, ou le droit à disposer de son corps, la reconnaissance d'une diversité de genre, c'est un enjeu important pour les droits de toutes les personnes. Alors, ça a été évoqué, des lecteurs et des lectrices assidus de nos réclamations et de nos recommandations, mais je vais quand même y revenir, puisqu'en fait, depuis 2016, le droit des personnes transgenres en France progresse d'une certaine façon, avec notamment des démarches facilitées, on y reviendra, sur le changement d'état civil et l'introduction du critère d'identité de genre à la liste des critères de discrimination, ce qui est pour nous un levier pour intervenir sur ces enjeux. Pour autant, c'est ce que je disais sur la différence entre les droits proclamés et leur effectivité, nous on constate, évidemment, à travers nos réclamations, nos saisines, et les sollicitations qui nous sont faites, et les échanges qu'on a d'ailleurs avec les associations et les acteurs de terrain, que de nombreuses atteintes sont encore régulièrement portées aux droits des personnes transgenres. Et c'est en prenant appui sur ces réclamations et ces constats qu'on peut être amené à formuler un certain nombre de recommandations. Ce constat, il n'est pas que fait, il n'est pas fait qu'à travers le prisme de nos réclamations. Ça a été évoqué, il est désormais aussi documenté par un certain nombre d'enquêtes importantes, y compris au niveau européen, qui montrent que les personnes transgenres sont surexposées aux questions de discrimination et d'atteinte aux droits. Notamment, on parlait de l'Europe tout à l'heure, l'Agence des droits fondamentaux, qui fait des études comparatives dans les différents États membres, a démontré que en 2023, près de
34% des personnes LGBTIQ déclaraient s'être senties discriminées et que parmi elles, 64% des personnes transgenres déclaraient avoir subi une discrimination en raison de leur identité de genre, ce qui est assez considérable. Il faut prendre la mesure de cette violence et de cette exposition des personnes transgenres. J'ai vu que vous citiez nos travaux. De fait, depuis 2016, nous, à partir de ces constats et observations, été amenés à rendre une décision cadre relative au respect de l'identité de genre des personnes transgenres, qui intervient de fait, il y a déjà d'ailleurs en 2020, dans un contexte de fragilisation des droits des personnes trans, et on a, nous, publié une actualisation de cette décision en 2025. Et elle est très large, cette décision, puisqu'elle traite aussi bien des difficultés des droits des personnes transgenres dans différents domaines, état civil et filiation. Je sais que c'est votre sujet d'intérêt, mais aussi, j'y reviendrai, la question de santé, de protection sociale, de droits sexuels et reproductifs, la question des milieux scolaires et périscolaires, de l'enseignement supérieur, de la pratique sportive, de l'accès aux biens et aux services, de la déontologie, bref, mais aussi de l'établissement pénitentiaire. Un ensemble de champs dont on a été rendus témoins d'atteintes aux droits possibles. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est peut-être vous donner en exemple en fait, des réclamations et des saisines qui nous sont adressées et qui témoignent d'une certaine évolution de ces questions notamment, qui ne sont pas tout à fait séquentes avec uniquement les enjeux d'état civil, vous le verrez. Peut-être d'abord la question de la mise en œuvre par les juridictions du cadre législatif et des circulaires relatifs à la démédicalisation de la procédure de changement d'état civil, où nous, on a eu un dossier, par exemple, où un tribunal judiciaire invitait les requérants à produire des pièces médicales, je cite, de nature à établir la non-concordance entre le sexe à l'état civil et le sexe revendiqué. Et l'institution est intervenue pour rappeler d'abord la législation en vigueur, mais parfois, c'est étonnant, mais c'est un des rôles principaux de l'institution, de rappeler le droit en vigueur, et en indiquant qu'il fallait... Enfin, pardon, le président du tribunal, en réponse, a indiqué que la liste des pièces demandées aux requérants serait du coup modifiée. Et nous, on demande aussi à ce que le caractère facultatif, par exemple, de la production de ces pièces, soit aussi rappelé dans ce cadre. On a un autre cas où, dans un tribunal judiciaire, la demande de modification de la mention de sexe formulée par une femme transgenre avait été refusée parce qu'elle ne voulait pas se soumettre à une expertise psychologique. Là, la requérante, en ayant fait appel à l'institution, et nous, on intervient devant les juridictions pour présenter nos analyses devant la cour d'appel. Et la cour d'appel a fait droit à la demande de la requérante. Autre élément d'illustration, pour vous dire que vraiment on est dans le cœur de ce qui peut arriver. On a plusieurs réclamations qui touchaient la pratique d'un même parquet d'ailleurs, tendant à demander aux requérants transgenres de produire des photographies au soutien de leurs requêtes et en modification de la mention de sexe à l'état civil. Et en fait, suite à l'intervention du défenseur des droits, le procureur de la République adresse des réquisitions, notamment parfois à l'officier d'état civil, pour corriger ces éléments. On intervient aussi, c'est parfois peut-être moins connu, mais pourtant c'est l'essentiel de nos modalités d'intervention sur beaucoup de dossiers, en médiation. Ça témoigne aussi du fait qu'on n'est pas toujours, heureusement, contraint à aller devant les juridictions pour obtenir le rétablissement d'un certain nombre de droits ou l'exécution de décisions judiciaires. La médiation fonctionne, notamment pour faire respecter l'identité de genre revendiquée de la personne. On l'a fait, tout ça est accessible sur notre portail documentaire de l'institution, ce qu'on appelle, nous, des règlements amiables. On l'a fait pour faire respecter l'identité de genre auprès d'une banque, auprès d'employeurs, auprès d'universités, même auprès, par exemple, dans l'occasion d'un refus du Crous, par exemple, de verser la bourse et de modifier le titre de civilité d'un étudiant transgenre. On a aussi été amené à se prononcer ou intervenir dans des dossiers où une femme transgenre intérimaire rencontrait des difficultés d'accès au vestiaire correspondant à son genre, après qu'elle ait entamé une transition, ce qui l'obligeait à se changer, se doucher chez elle, et l'intervention a permis d'obtenir du côté de l'employeur qu'il y ait un accès qui lui soit réservé
à proximité de son lieu de travail. Parfois, c'est des choses très quotidiennes et banales, mais on sait que ça peut entraver les difficultés. Bon, par ailleurs, on a appris par la suite que le CDD de la réclamante avait été prolongé, ce qui est plutôt une bonne chose, avec une modification de son genre dans son contrat de travail, ce qui est aussi un élément qui peut être important. On a également, c'est une autre modalité d'intervention de l'institution qui est peut-être moins connue, mais qui permet là aussi de ne pas engorger les tribunaux, c'est tout simplement le rappel à la loi. C'est-à-dire que du coup, on produit une qualification juridique de la situation et on fait un rappel à la loi. Ce qui a été le cas, par exemple, là, sur un homme transgenre qui avait pris rendez-vous pour effectuer une échographie pelvienne et qui avait été contraint d'exposer sa situation à l'accueil sans aucune confidentialité. Et le secrétariat indiquait au patient que le médecin refusait de le recevoir car sa situation était spécifique. Là aussi, je cite les propos du médecin. Et nous, on est intervenu pour rappeler évidemment les dispositions juridiques applicables. Et on est revenu sur les notions d'hommes transgenres et de femmes transgenres, et en invitant ce docteur à prendre connaissance, notamment de la décision cadre, qui en fait peut être un vecteur de dialogue avec les praticiens ou les professionnels pour leur faire comprendre finalement ces enjeux, et sensibiliser d'ailleurs plus largement le personnel aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes transgenres dans leur accès au droit. Autre élément sur lequel on est beaucoup saisi, ça reste un peu dans le champ médical, c'est la question de la refus de prise en charge financière des soins d'affirmation de genre par des organismes de sécurité sociale, notamment sur des refus d'inscription en affection dite longue durée ou de prise en charge financière des soins d'affirmation de genre. Alors, et notamment qui était conditionné à la production d'un certificat médical co-signé par une équipe médicale pour obtenir cette inscription ou cette prise en charge. Nous, on a rappelé que la production de documents supplémentaires pour les femmes transgenres par rapport aux femmes cisgenres pour une même opération chirurgicale était constitutive en fait d'une discrimination fondée sur l'identité de genre au sens de la loi du 27 mai 2008. Et puis depuis, et pour vous dire que parfois les choses progressent, conformément aux recommandations de l'institution, l'assurance maladie a fait évoluer ces pratiques et a mis fin à l'exigence de présentation du certificat psychiatrique, notamment dans le cadre de la demande d'ALD. Voilà encore un exemple pour vous dire que parfois, à partir d'une situation individuelle, on peut obtenir des changements de pratiques plus généraux auprès des organismes qui sont mis en cause. Au-delà des cas individuels, il y a la possibilité pour l'institution d'établir des recommandations, des propositions de réforme ou d'évolution de textes législatifs ou réglementaires, ou d'évolution de pratiques sur un mode, on va dire, de droit souple, face à ce qu'on constate, c'est-à-dire des atteintes qui sont répétées et presque qui font système, finalement, concernant certains groupes sociaux, voire, on y reviendra, parfois sur des propositions de loi ou des dispositions légales qui sont problématiques au regard du droit. Donc je vous invite là aussi à les parcourir. On a par exemple produit un rapport thématique sur les refus de soins discriminatoires, dans lequel on revient sur, j'en ai cité quelques-uns, mais les difficultés spécifiques qui sont faites aux personnes trans. Et puis on a produit cette décision cadre où on produit des avis, notamment sur des propositions de loi, notamment celle qu'a citée Mme Vogel. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Sur ces questions-là, on est intervenu sur plusieurs sujets. Je vais en citer quelques-uns. Sur les enjeux de transition, notamment, on a mobilisé, on a demandé, on n'était pas les seuls, évidemment, à la HAS de produire un nouveau protocole d'accord, de façon à donner suite à une recommandation de simplification et d'uniformisation de l'accès aux soins médicaux associés au parcours de transition et à la prise en charge des personnes transgenres. Et vous l'avez vu, dans des recommandations de 2025, la HAS enfin souligne que désormais l'identité de genre ne doit pas faire l'objet d'une évaluation psychiatrique spécifique en la matière, s'inscrivant dans la continuité notamment d'un rapport de l'IGAS et la reclassification de l'incongruence de genre de 2018.
Mais jusqu'à 2010, la transidentité faisait partie des ALD psychiatriques. Donc ça, c'est un élément important. Pour faire écho à ce que disait Madame Vogel, nous, on rend des avis parfois au soutien de propositions de loi, le projet de loi, mais parfois aussi pour dire leur caractère problématique. Ça a été le cas sur la proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre, qui avait été déposée au Sénat en mars 2024. Donc on est intervenu pour s'opposer à cette interdiction générale de tout traitement médical aux mineurs trans. Et là, vous verrez, je l'évoquais en introduction, ça croise à la fois notre compétence en matière de droit de l'enfant et de situations spécifiques qui seraient faites à des mineurs, mais évidemment de non-discrimination aussi entre les enfants. Et donc nous, c'est rappelé dans la décision cadre de 2025, on appelle à établir un protocole national sur les parcours de transition de genre des mineurs de moins de 16 ans, en collaboration avec les associations d'usagers et dans des délais raisonnables, notamment en se fondant sur les recommandations émises par la Société française d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique. L'HAS aussi, alors en 2025, n'a pas produit de recommandations spécifiques, mais a indiqué travailler sur ces enjeux et en 2026 devait ou produira des recommandations relatives aux mineurs. Donc on sera vigilant aussi pour voir ce qui sortira de ces recommandations. Et on le voit bien que ces recommandations et ces repères à destination des acteurs de la santé, c'est à quel point ils sont nécessaires. Ils doivent être relayés car les personnes trans sont souvent confrontées en fait, à des errances médicales notamment. Et cette incapacité à accéder à des soins de qualité, conjuguée à des discriminations sociales, professionnelles, sont susceptibles aussi d'altérer leur propre santé et provoquent des situations d'anxiété. Et il y a une étude d'ailleurs notamment qui a démontré que près de 20% des personnes trans souffriraient de dépression au regard des difficultés dont elles font l'objet. Sur la question de l'état civil, vous l'avez largement documenté, enfin vous le relayez, on s'est prononcé de façon assez précoce sur l'enjeu de la déjudiciarisation dès 2016 dans de premières recommandations. Ça a été repris dans nos différentes décisions cadres. Et notamment, notre recommandation, c'est celle de mettre en place des procédures de changement de prénom et de la mention de sexe à l'état civil qui soient déclaratoires, accessibles et rapides par la production auprès des officiers d'état civil d'une attestation sur l'honneur circonstancié caractérisant un intérêt légitime. Voilà, je vous invite à parcourir notre recommandation parce qu'on s'était en partie fondé aussi sur une comparaison internationale pour montrer que ça fonctionne en fait dans d'autres pays européens. La question évidemment de l'exemple européen peut être utile parfois pour emporter la conviction. Et puis on a évidemment nous des recommandations, on l'évoquait là avant d'intervenir, à ce que ces questions fassent l'objet de formation, notamment l'ensemble des personnes qui traitent spécifiquement la procédure des modifications à l'état civil et de changement de prénom, que ce soit dans les mairies, à l'accueil ou au service d'état civil ou au sein d'un tribunal judiciaire, notamment pour les services d'accueil, les services de greffe et les parquets, les formations de jugement, que tous ces personnes-là soient formées à ces enjeux. J'en termine peut-être pour venir sur l'impact de nos recommandations. On essaie qu'elles soient portées et qu'elles aient un pouvoir transformatrice. Nous, on a un pouvoir limité. Alors, dans le cadre de l'instruction, nous, on peut interpeller les mises en cause pour qu'ils répondent à nos demandes d'information. Enfin, disons qu'on peut se saisir le juge des référés, mais lorsqu'il s'agit de nos recommandations, on n'a pas de pouvoir de contrainte, on a juste un pouvoir d'influence, je le disais tout à l'heure, ou d'autorité morale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a certaines des recommandations qu'on avait formulées en 2020 qui sont rééditées, réaffirmées dans celles de 2025, et notamment celle de déjudiciariser le changement de mention de sexe à l'état civil. Pour vous dire que nous, nos décisions cadres, on les envoie au pouvoir public, aux différents ministères concernés. On a été d'ailleurs, on a eu l'occasion de rappeler nos observations et nos recommandations devant la direction des affaires civiles et du Sceau qui avait été saisie de l'évaluation de l'application de la loi de 2016-1547 du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du XXIe siècle, sur la procédure de modification de la mention à état civil. Et j'imagine que certains ou certaines d'entre vous ont été auditionnés dans ce cadre. Je vous invite à lire le rapport, il n'est pas inintéressant. Il reprend d'ailleurs
partiellement, mais certaines de nos recommandations. Voilà, donc je vous inviterai à le parcourir. C'est aussi une façon, nous, de porter des enjeux de plaidoyer, de recommandations, et de voir que lorsque c'est la direction des affaires civiques qui le dit, on peut espérer que sur ces enjeux de formation, de changement de sexe, notamment sur le livret de famille, les mentions, bref, que les choses soient suivies des faits. Je le disais aussi, on adresse nos recommandations aux différents ministères. Évidemment, on l'a adressé au garde des Sceaux sur ces enjeux. Et depuis, il y a une circulaire de politique civile qui a été émise, qui rappelle l'importance d'une approche déclarative et respectueuse de l'identité vécue en matière de changement de prénom et de modification du sexe à l'état civil. Et cette circulaire, en fait, rappelle le droit, mais elle a le mérite, malgré tout, d'exister, de rappeler aux juridictions et aux officiers d'état civil le droit en vigueur depuis la loi de 2016, et notamment sur l'enjeu, je l'évoquais, de démédicalisation de ces procédures, sur l'identité de genre qui constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, le fait qu'aucune décision ne peut être fondée sur l'apparence physique d'une personne au regard de stéréotypes de genre, et que dans le respect du droit à la vie privée, aucun certificat ni justificatif médical ne peut être exigé, et l'absence de preuve de traitement ou d'opération chirurgicale ne peut en aucun cas justifier un refus. Les démarches de changement de prénom et de sexe à l'état civil donc sont en partie simplifiées. Alors tout n'a pas été repris dans les recommandations qu'on a portées, notamment une réserve qui a été émise sur la déjudiciarisation, d'où l'importance de continuer à travailler le plaidoyer, ou pareil sur les modes de filiation, on n'a pas été suivi. Mais il y a des avancées. Dès 2020, on a obtenu notamment cette fameuse circulaire Blanquer pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire, qui est importante, qui date du 29 septembre 2021. Donc parfois, on trouve des traductions. Et avant la publication de cette circulaire, on était intervenus, nous, beaucoup en médiation sur ces enjeux, parce que alors, le refus de reconnaître et de prendre en considération l'identité de genre d'une personne, ça relève en fait de la qualification de harcèlement discriminatoire au sens de la loi de 2008. On a appris que là récemment, il y a une circulaire en cours aussi du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui est plutôt une bonne chose, qui se propose de revenir sur la fixation du changement du nom et du prénom, de la mention de sexe après modification à l'état civil, pour mettre à jour de manière rétroactive l'ensemble des documents comportant la mention de sexe et ou de prénom de l'étudiant ou de l'étudiante. Des enjeux aussi de facilitation d'utilisation du prénom d'usage ou du pronom d'usage et du genre d'usage, et puis des actions plus générales de prévention et de lutte contre les discriminations liées à l'identité de genre. Autre élément où on essaie de porter nos réclamations, je l'évoquais à l'occasion du rapport sur les refus discriminatoires, on rencontre par exemple l'ensemble des ordres professionnels du secteur médical pour porter ces enjeux et les sensibiliser à ces questions. Je vais peut-être m'arrêter là et peut-être conclure sur évidemment l'importance du véhicule législatif pour promouvoir les droits et des nouveaux droits, c'est important aussi. Moi, je vois il y a une opportunité, je pense, puisque, par exemple, la demande d'évaluation qui avait été faite à la DACS était une des mesures prévues dans le plan interministériel de lutte contre la haine et LGBT-phobie. Ce plan est en cours de réécriture, d'évaluation et de réécriture. Là, celui de 2023-2026 est en train de s'arrêter. C'est aussi une opportunité, je trouve, pour faire savoir et faire connaître, tant du côté de la DILCRA, la Direction interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine, aussi anti-LGBT, ou de l'actuel ministre, vos propositions et vos recommandations. On a vu à quel point ce vecteur-là pouvait être un élément qui oblige les ministères à produire des circulaires ou se mettre en conformité avec ces enjeux. Voilà rapidement pour un survol de ce qu'on pouvait dire sur ces enjeux, mais je me tiens à vos dispositions pour préciser certaines des propositions ou des recommandations qui sont portées dans cette décision cadre, mais que je crois que vous connaissez bien déjà.